Alexis Lacroix, bonjour à vous. Bonjour à vous, Steve. D'abord, est-ce que vous aimez courir ? Ah, ça m'arrive. Ça vous arrive. J'aime plutôt bien le jogging. Ouais. Ouais, Voilà absolument, une information capitale. Ouais. Et depuis longtemps. Pour ouvrir cette chronique voilà, politique. C'est un scoop. Hein, là. Voilà, c'est notre premier scoop de l'après-midi. Vous êtes, je le rappelle, directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, François Hollande et Nicolas Sarkozy étaient reçus mercredi par Emmanuel Macron. Des consultations à l'Élysée pour évoquer la situation en Ukraine qui inquiète tout particulièrement le président de la République. L'occasion pour vous de vous intéresser cet après-midi à l'influence et aux ambitions des anciens présidents de la République, mais aussi à celle de François Bayrou. Commençons peut-être d'abord avec François Hollande. Alexis, est-ce qu'il rêve toujours de représenter la gauche sociale, écolo, démocrate en 2027 ? Alors, je ne suis pas le confident de la Providence, comme aimait à dire Raymond Aron. Et donc, effectivement, je ne suis pas dans sa tête. Toujours est-il qu'on peut constater des choses. Et donc, ma chronique d'aujourd'hui porte moins sur les volitions, les volontés des uns et des autres, que sur les situations, la situation d'aujourd'hui. Quelle est la situation d'aujourd'hui ? On peut partir de là. Une Macronie fragilisée, qui n'a pas de majorité, un président assez largement contesté dans le pays, à tort ou à raison, peu importe, là nous décrivons du réel. Hein. Qui ne pourra pas se représenter. Qui ne pourra pas se représenter, nous ne parlons pas en termes de jugement de valeur, nous parlons en termes de jugement de réalité. Et donc effectivement, cela crée une sorte de vide ou de béance dans laquelle... dans les anfractuosités de laquelle s'inscrivent déjà des ambitions, plus ou moins conscientes, plus ou moins possibles. Si on commence par François Hollande, force est de reconnaître qu'il a un profil. Alors, on peut dire, à son passif, il n'a pas le profil de quelqu'un qui, sur le plan du régalien franco-français, a donné satisfaction à une majorité de Français. On peut partir de là. Néanmoins, aujourd'hui, si on parle en termes d'imaginaire politique, force est de constater que le président de la République actuel, Emmanuel Macron, n'a pas pu remplir une partie de son contrat. Ça ne veut pas dire qu'il a fait une mauvaise politique. Là, on parle vraiment en termes moral et psychologiques. Et ça vous conduit, ou ça peut conduire certains à réévaluer le bilan de François Hollande ? Alors justement, attendez, vous allez très vite, que je vous reconnais là, le pile-poule n'a déjà rien, mais n'allez pas trop vite. Vous vous souvenez que Emmanuel Macron avait pour ambition, dans son livre de programme, qui s'appelle Révolution 2016, de réconcilier les Frances. Ça voulait dire réconcilier les Français par-delà leurs identités respectives, mais aussi par-delà les territoires, comme on dit aujourd'hui dans le jargon des politiques, c'est-à-dire les banlieues, les centres-villes, mais aussi les périphéries rurales qui aujourd'hui préemptent largement le discours de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, car ils se sentent abandonnés par la République. Est-ce que, 6 ans après, le compte y est ? Bon, à l'évidence, et c'est pas faire de l'antimacronisme primaire que de dire que non. Vous voyez, nous avons une France où les ressentiments d'identité, sociaux, etc., sont très importants, sont très aiguisés. Tout le monde regarde dans l'assiette du voisin et tout le monde a le sentiment, au fond, d'être moins bien traité que le voisin. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de réconciliation française. Donc, nous avons cette situation. Et puis, nous avons des défis qui viennent. Les défis, c'est, vous l'avez cité, vous avez raison Steve, c'est cette entrée dans une sorte d'imprécise avant-guerre. Ça ne veut pas dire qu'on va être en guerre avec la Russie par exemple, hein, mais le sentiment en tout cas que le bloc illibéral, que nous décrivons souvent ensemble dans nos analyses, est en train de se figer, est en train de se... Autour de la Russie, de la Chine, de l'Iran notamment. Définitivement, voilà, absolument, avec 2 fronts principaux désormais, le Moyen-Orient et l'Ukraine. Bien, très bien. Donc dans ce contexte... Avant peut-être Taïwan. Avant peut-être Taïwan, et donc la mise en scène d'un scénario qui agite beaucoup les élites américaines depuis plusieurs années, qui serait celui du fameux piège de Thucydide tendu par les Chinois. Fermons la parenthèse. Donc nous sommes un peu dans ce moment curieux que certains, d'ailleurs, comparent à 1913. Dans un moment comme ça, quels sont il y a des somnambules, Alexis, pour citer oui, bien sûr. le titre d'un... Il y a évidemment des somnambules, mais sur restons sur le cœur du politique, si vous voulez, de l'imaginaire politique. Dans un moment comme ça, quelle est la recherche principale des gens, des peuples? C'est des figures protectives, des figures de réassurance, des figures aussi de sécurisateurs ou de sécurisatrices, hein, c'est peut-être des femmes, de l'expérience et de l'avenir. Emmanuel Macron correspond-il à ce profil type? Selon un certain nombre d'analystes politiques, plus vraiment, en raison de sa jeunesse, mais peut-être en raison de sa naturelle agitation. Donc, il y a effectivement un espace dans l'imaginaire politique qui s'ouvre pour des candidatures plus lestées. C'est l'analyse qui est faite. Il peut néanmoins se prévaloir d'une certaine expérience désormais. Non, mais naturellement, je ne suis pas en train de le dévaluer. Je suis en train de vous dire pourquoi renaissent des ambitions d'hommes, entre guillemets, d'expérience, certains diraient de vieux, blanchis sous le harnais, mais qui
peuvent, à tort ou à raison, se laisser convaincre par leurs entourages qu'ayant de l'expérience, il correspond à un profil possible pour succéder en 2027 à Emmanuel Macron. Face au retour du temps des tempêtes, pour citer le titre. Exactement, vous avez tout compris. Face au retour du temps des tempêtes. Une partie des mémoires de Nicolas Sarkozy. Ces figures d'hommes qui sont d'ailleurs dans la réalité pratique de la vie, également des grands-pères. François Hollande, par exemple, est un grand-père, peut séduire. Et donc, vous avez, depuis la semaine dernière, je l'ai vu parce que j'ai regardé le meeting, vous avez eu à Toulouse une grande messe de François Hollande en 3 parties, un meeting puis ensuite dans les universités, où manifestement, quelque chose est en train de prendre, quelque chose est en train de coaguler qui ressemble peu ou prou. Alors évidemment, on n'en est pas encore à ce point-là, mais à ce que fut, quand moi j'étais tout petit, la génération Mitterrand, vous savez, sous l'influence de Harlem Désir, de Julien Drey, etc. N'est-ce pas paradoxal alors que de nouvelles figures émergent, Gabriel Attal à Matignon, Jordan Bardella à l'extrême droite. Mais vous avez parfaitement raison de poser la question. On peut se dire, mais attendez, là, les gens qui conseillent ces hommes, on va parler de François Bayrou dans un instant, prennent leur désir pour des réalités, et nous sommes dans un moment d'accélération de l'histoire où il y a un renouvellement générationnel considérable, et aujourd'hui c'est vrai que la plupart des listes des européennes par exemple sont menées par des jeunes, des gens de 30 ans ou des gens de 40 ans, mais des jeunes. Bon, vous avez raison, c'est une objection tout à fait juste, mais là nous réfléchissons plutôt en termes d'horizon présidentiel. L'horizon présidentiel n'est pas celui d'une élection banale. On élit en quelque sorte le père de la nation. Et là, nous avons donc des réflexions convergentes de gens qui se disent mais finalement ça va être le grand-père. Voilà, les Français en auront tellement marre du macronisme qu'ils vont élire un grand-père. Donc autour de François Hollande, il y a des réflexions autour de ce thème-là. Sur le modèle américain, avec l'élection de Joe Biden et de Trump avant lui, qui étaient des septuagénaires tous les deux. Vous avez raison, mais ça serait plutôt là, en l'occurrence, puisqu'on nous parlons après Barack Obama, qui nous parlons de deux hommes, le renouveau nous parlons de deux hommes qui vont se positionner plutôt comme anti-trumpistes, naturellement. Donc c'est plutôt... Je parlais en termes d'expérience ou d'âge. Mais sur le plan de l'expérience, vous avez absolument raison. C'est apparemment un homme que certains décrivent un peu rapidement. Vous savez, dans les bourgeoisies conformistes, on va toujours un peu trop vite en besogne parce qu'on se fie à la doxa du moment. Donc c'est vrai que vous avez cette petite musique depuis plusieurs années. Ouais, mais Hollande, Bayrou, tout ça, c'est vraiment des vieux messieurs. Et c'est Sleepy François, si vous voulez. Attention. Sleepy François a encore beaucoup de ressources et d'abattage. Il vient de le montrer, je crois, coup sur coup, dans ce département important de la Haute-Garonne. Donc, effectivement, en termes d'imaginaire, ça commence à nouveau à renvoyer quelque chose au peuple des profondeurs et notamment au peuple jeune. Qu'en est-il de Nicolas Sarkozy? Alors, non, j'aimerais deux minutes. Alors, juste un mot quand même de Bayrou. Bayrou peut prétendre incarner cette force centrale. D'ailleurs, vous savez, il est un peu sous-entendu d'ailleurs ces dernières semaines. Mais naturellement. Et d'ailleurs, je ne fais que rebondir sur une chronique très écoutée récemment de notre consoeur Ruth Elkrief, qui représente bien, si vous voulez, le buzz politique du moment. Hein, c'est pas une critique contre elle, mais je veux dire, elle est dans les milieux où ça buzz. Et donc sur LCI l'autre jour, je l'entendais aligner tous les arguments en faveur d'une candidature Bayrou en 2027. Force centrale, expérience et surtout, et ça c'est un trait commun avec Hollande, le déclivage, la déradicalisation. Qu'on le veuille ou non, toutes les personnalités macroniennes que vous avez évoquées surfent sur les clivages, exacerbent les clivages. Quelle serait la marque de fabrique d'un François Bayrou? Je suis pas en train de faire sa campagne, je suis en train d'analyser l'imaginaire, la résonance de son imaginaire avec les Français. Ce serait un imaginaire du déclivage. Et enfin, Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy, il a une image plus dure que les deux précédents. Mais je crois qu'on peut dire avec un mot célèbre qu'il n'a pas dit encore son dernier mot, même si, évidemment, il a un agenda judiciaire que les deux autres n'ont pas. Néanmoins, il représente quoi, Nicolas Sarkozy? Potentiellement, pour une droite française qui se cherche son sauveur, il représenterait cet alliage de l'expérience, commun à Hollande et à Bayrou, avec aussi quelque chose sur le régalien franco-français, d'incontestablement séduisant pour les électeurs de droite d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Sarkozy, c'est un dur. Enfin, en tout cas, il a construit son personnage politique dans une forme de dureté, apparente probablement. Il avait dû notamment gérer la crise en Géorgie face à Vladimir Poutine. Mais donc, vous voyez bien qu'une grande partie de la droite, là, si on parle en termes de sociologie politique, elle est toujours à la recherche d'un homme providentiel. Et elle pense ne pas l'avoir trouvé, hormis ceux, par exemple, qui ont choisi le candidat de Reconquête. Mais
la droite LR, disons, n'a pas trouvé son homme providentiel. Va-t-elle le trouver avec Laurent Wauquiez? Va-t-elle le trouver avec Bruno Retailleau? Pas sûr. Nicolas Sarkozy, donc de ce point de vue-là, a le mérite d'être, j'allais dire, en coulisses, avec l'aura de son expérience internationale qui est très forte, dans le moment de tempête où on entre, c'est évident, et puis aussi, encore une fois, cette incarnation de l'autorité qui, je crois, a toujours été sa marque de fabrique. Même quand il était jeune ministre, il était comme ça, ou à Neuilly, il était comme ça, il savait incarner l'autorité. Vous avez en France aujourd'hui un désir de réassurance qui dissimule un désir d'autorité, il ne faut pas se leurrer, vous voyez, dans les imaginaires profonds. Et donc une présidentielle se joue aussi là-dessus. Hein. Elle se joue sur l'entrée en cohésion d'un homme ou d'une femme avec les imaginaires profonds de la nation. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous pour cette chronique politique à réécouter en podcast sur radioj.fr. On peut également vous retrouver en vidéo sur nos pages YouTube et Facebook ainsi que sur les réseaux sociaux. Bon week-end, Shabbat Shalom et à lundi. Shabbat Shalom et à lundi.